Énergie et sa team. Et avec notre invitée, aujourd'hui, elle vient juste de rentrer dans le studio. C'est Camille Aumont-Carnel qui est avec nous. Salut Camille. Bonjour. Comment ça va? Ça va super, et toi? Ouais, ça va très bien. Camille, tu es autrice, créatrice de contenu à la tête du compte Insta très suivi, qui est même carrément un média maintenant. Je m'emballe clito, 700 000 abonnés, et tu viens nous parler de ton tout nouveau livre qui est magnifique, alors sur le fond et sur la forme. Les mots du cul, voilà, on l'a tous lu, on a adoré, et on va en parler. C'est un concept de dictionnaire militant novateur, on peut le présenter comme ça? J'adore, absolument. Ouais, génial. Camille, je le disais, tu es créatrice de contenu, autrice aussi, tu viens nous parler de ton tout nouveau livre qui est dispo depuis hier, ça s'appelle Les mots du cul aux éditions Le Robert, un concept de dictionnaire militant novateur, alors dans lequel tu interroges ce que les mots qu'on emploie véhiculent de nos sexualités. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je le disais aussi tout à l'heure, ton compte, qui est carrément un média, je m'emballe clito, est très suivi, plus de 700 000 abonnés sur Insta. C'est un média qui semblait bien te convenir. Pourquoi avoir sorti un livre? Parce que c'est vrai que les créateurs de contenu le font de plus en plus. Bien sûr. Alors il y a plusieurs raisons. La première, c'est que en parlant de je m'emballe clito, je parle d'une seule expression. Ouais. Et moi, j'ai une véritable appétence pour la langue et j'ai une véritable volonté de mettre en avant tout un tas d'autres expressions et notamment d'en proposer pour qu'en fait, on se sente plus libre, plus respecté, plus considéré et plus empouvoiré. Et puis, le fait d'aller écrire un livre, ça permet de toucher tout un tas de femmes et d'hommes et de personnes non binaires que je peux pas forcément toucher sur les réseaux sociaux. Ça crée de l'actu, c'est le but, c'est aussi de pouvoir en parler, de pouvoir parler de ces thématiques-là. Et donc, ça agrandit un petit peu le sujet de la sexualité, quoi. Dans les expressions que tu aimes inventer, il y a en avoir rien à mouiller. Oui. Ça veut dire quoi, en avoir rien à mouiller? Bah, ça veut dire en avoir rien à foutre pour les personnes qui mouillent. Est-ce que je peux être plus cash que ça? C'est parfait. Et tu l'as dit, il y a s'en battre les couilles qui se transforment en s'en battre le clito. Il y en a plein d'autres. Et d'ailleurs, le bouquin est assez grand. Il fait 400 pages. Ouais, 400 pages pour le coup. Et j'aimerais revenir au début du bouquin, si tu veux bien. Tu as une page de remerciements et en plus c'est marrant parce que tu dis personne lit ces trucs. Bah je les ai lus, donc voilà. Tu remercies vraiment tout le monde. Alors tu remercies tes parents, tes amis, tes éditrices et même ta psy. Et ça pour le coup c'est peu commun. Il y a très peu d'autrices qui remercient le psy. Pourquoi c'était important pour toi? Bah parce que je pense que déjà il y a beaucoup de personnes qui n'assument pas d'aller voir des psys et de prendre soin de leur santé mentale. Donc il y a personne n'a aucun problème à dire que je vais à la salle 3 fois par semaine, mais personne n'assume le côté vraiment psychologique. Moi, ça fait vraiment partie des choses qui font partie des fondements. Je suis suivie presque par 3 personnes différentes, donc en fait, il y a vraiment un accompagnement qui est hyper important. Et notamment quand on est exposé à ce point-là et quand on parle de sexualité, et quand moi j'ai décidé de faire de ma vie une pancarte littéralement transparente vis-à-vis de ma vie sexuelle, faut à un moment donné quand même savoir ce que ça veut dire, à quel point ça peut impacter. Et puis l'idée, c'est de se dire qu'on a tous et toutes des traumas et que la thérapie, c'est du bien. Ça fait du bien. Et au tout début du livre, tu parles de la langue française que tu trouves sexiste, inclusive. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors, je ne sais pas si toutes les personnes qui nous écoutent ont fait leur scolarité dans un système éducatif français, mais moi, je me souviendrai très très bien de ce jour-là. J'avais 6 ans, j'étais au CP et j'étais en cours de français. Et puis, je sais pas, il y a un exercice assez banal où en fait, il y a 4 femmes et un homme et je conjugue. Et il y a ma prof qui me dit « Bah non, Camille, le masculin l'emporte sur le féminin. » Cette phrase, elle m'est restée là. Elle m'est restée là. Et depuis ce jour-là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une certaine violence sexiste. Et moi, je le dis de façon très j'essaie de vulgariser et je dis à l'école le sexisme est une matière, mais qu'est-ce que ça fait, quel est l'impact quand on dit à une petite fille le masculin l'emporte sur le féminin? Littéralement on a 6 ans quand on nous explique qu'il y a la moitié de la planète qui compte plus que nous et de là naissent tout un tas d'autres violences qui sont sexistes et misogynes. Donc voilà, l'enjeu c'était de se dire comment est-ce qu'on peut se dépatouiller de ça par rapport à des expressions qui tournent autour de la bite, qui tournent autour des couilles et le seul moment où on parle de chatte c'est pour dire que t'as de la chance et on dit t'as de la chatte. Mais ces personnes-là sont aussi très très au courant qu'elles n'aimeraient pas vivre dans un monde où il faut avoir une chatte. Donc voilà, il y a quand même un taf et donc je voulais j'ai utilisé toute ma liberté et je suis passée à travers toutes mes croyances limitantes pour justement proposer un ouvrage et proposer des expressions dans lesquelles on se dit ok en fait j'ai ma place dans la langue et ça veut dire que par définition j'ai ma place aussi dans la société. Mais ton livre fait beaucoup réfléchir et puis on apprend des choses. Moi j'ai appris la Clit Énergie. Je connaissais. Franchement, Camille, je connaissais pas du tout. Alors, c'est la version. Louder. Attends, elle va nous expliquer. C'est la version féminisée de l'expression Big Dick Énergie. Alors, l'idée, si j'ai bien compris, c'est de dire que le charisme, c'est pas quelque chose d'entièrement masculin, en fait. À quelle heure? Pas du tout. Non, ça va pas ou quoi? Non, la Big Clit Énergie, ce que j'aime beaucoup, c'est que il y a quelque chose de l'ordre de, c'est ce qui émane d'une personne. Ça va au-delà de qui tu es, ça va au-delà de ce que tu dis. C'est quelque chose que les autres aussi peuvent ressentir. Moi, j'ai passé toute mon adolescence et mon début de vie d'adulte où on m'a dit que j'étais un bonhomme et j'avais des grosses couilles. Et ça ne m'a jamais
enfin, je ne pouvais pas accepter cette expression-là. Donc la biclite énergie, c'est le fait de se dire, en fait, j'impose, j'occupe l'espace, je suis hal, il y a pas de sujet, faites pas genre vous m'avez pas remarqué parce que je suis hal, et je refuse de m'excuser d'exister. Et ce que j'aime avec la biclite énergie, c'est qu'il y a quelque chose où on peut presque se connecter en Bluetooth, tu vois. Donc si à côté de toi t'as une personne qui a de la biclite énergie, on peut se connecter et ça donne un espèce d'énormes nuages de personnes qui avons des gros ovaires. Donc le but de ce livre, il le disait Jules aussi, c'est de combattre les mauvais mots. Il y a plein de choses et c'est vrai que ça fait réfléchir. Par exemple, tu dis perdre sa virginité, c'est problématique. Pourquoi ? Ouais. Parce qu'on perd rien. Donc je sais pas s'il y a des personnes qui n'ont pas encore eu de rapport sexuel pénétratif qui nous écoutent, mais sachez que vous n'allez absolument rien perdre. C'est comme si d'un seul coup, le fait d'avoir un premier rapport sexuel était quelque chose qui faisait qu'on offrait en plus quelque chose à l'autre. Donc par miroir, en face de cette expression, on a souvent, je lui ai prise sa virginité. Donc c'est comme s'il y avait un rapport de presque monétaire, en fait on s'échange quelque chose. Ce qui est problématique avec cette expression, en plus de ça, c'est qu'elle ramène la sexualité à une forme de pénétration obligatoire. Et souvent quand les personnes en parlent, tu dis j'ai perdu ma virginité, c'est la première fois que tu as eu un pénis dans ton vagin. Alors que les sexualités sont beaucoup plus amples que ça. Est-ce que finalement, les premières fois qu'on se masturbe, c'est pas faire l'amour avec soi-même? Est-ce que c'est pas une forme aussi de premier rapport sexuel? Et quid des personnes qui n'ont pas de rapport sexuel avec un vagin et un pénis? Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont véhiculées. Et donc, la langue n'est absolument pas... elle ne veut pas rien dire. Il y a quelque chose qui est induit à chaque fois. C'est comme tu dis, il faut dire elle a été violée et pas elle s'est faite violer. Ouais, absolument. Et j'aime bien aussi... les règles, on pourrait les appeler les irrégulières. Et ça, c'est tellement vrai. Non, mais moi, j'adore l'absurde. J'adore le fait de changer une syllabe, un préfixe ou parfois juste un mot. Tu vois, je m'en bats les couilles, je m'en bats le clito, c'est ça pour venir dire beaucoup de choses. Avec les règles, ça m'est apparu comme une évidence. Faut savoir que dans le bouquin, c'est le chapitre dans lequel j'ai le plus inventé et proposé d'expressions. C'est dire à quel point on a voulu, par la non-existence des termes, continuer à perpétuer le tabou des règles. Et avec les irrégulières, je me suis dit, en fait, c'est le phénomène de mon corps le moins régulier, le moins réglé. Il y a des personnes qui ont leurs règles que 2 fois par an, il y a des personnes qui ont leurs règles toutes les 2 semaines, et donc on peut pas appeler ça quelque chose de régulier, on peut pas appeler ça les règles. Moi, ce que je kiffe aussi, c'est que tu donnes des expressions à des situations du quotidien qu'on vit tous, et il y avait pas de mots pour ça. Par exemple, t'as la marche des canards. C'est quoi la marche des canards? Non, t'as pas osé. Si, j'ai osé. Alors, je te dis, je l'ai lu ton bouquin. La marche des canards peut se décliner dans 2 situations. La première, c'est après un rapport sexuel, quand on décide d'aller aux toilettes, donc un rapport sexuel avec pénétration où on n'a pas forcément utilisé de préservatif, et qu'en fait, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas plein de sperme qui coule et on marche un peu bizarrement. Et la deuxième, c'est quand on a nos règles et qu'en fait, on se retrouve, on sort de la douche, mais ça, franchement, toutes les meufs, vous connaissez. On sort de la douche, t'as pas encore mis de tampon, tu mets juste un bout de PQ et tu marches jusqu'à ta chambre en essayant de ne pas faire le petit pousset. Donc voilà, la marche des canards, c'est un grand moment de bonheur. Il y a aussi la pensée fuitée. La pensée fuitée. C'est quoi déjà la pensée fuitée? La pensée fuitée, c'est quand t'es au lit avec ta partenaire ou ton partenaire et que tu te mets à... Oh, j'ai pensé à quelqu'un d'autre. Tu penses à quelqu'un d'autre ou à quelqu'une d'autre. Eh ben, écoutez, ça c'est hyper intéressant parce que je pense que ça va permettre à plein de personnes d'aborder avec leur partenaire la notion de l'exclusivité. Se pose très vite la notion de mais quand est-ce qu'on trompe, qu'est-ce que c'est tromper? Et dans les couples qui décident d'être exclusifs, c'est toujours un peu compliqué, on sait jamais où mettre le curseur. Le fait de parler de la pensée fuitée, ça permet aussi d'introduire, mais est-ce que le fait de penser à une autre personne pendant qu'on a un rapport sexuel, est-ce que c'est forcément de tromper quelqu'un? Est-ce que regarder du porno, c'est de tromper quelqu'un? Donc la pensée fuitée, déjà, faut la légitimer. Faut la légitimiser, faut la visibiliser, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. Et ça veut surtout dire, c'est pas parce que ça t'arrive qu'il faut que tu le partages avec l'autre personne. Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment ça l'autre but du livre, c'est de mettre des mots sur tout ce qui est possible. Alors je te cite, dans le livre, tu dis très justement, si les réalités, les vécus et les histoires sont là, nous avons le droit de les nommer, de les définir et d'en parler. Donc l'idée, c'est de dire, en fait, il n'y a rien d'incorrect. Il n'y a rien d'incorrect et surtout, il n'y a rien de vulgaire. Je ne crois pas en la vulgarité. L'intérêt de ce livre, c'est qu'à un moment donné, dans la langue française, on a toujours une vision qui est hyper élitiste et il y a en fait les mots qui rentrent au Robert et les mots qui rentrent pas au Robert. Il y a les mots qu'on peut balancer sur Move et Combini, il y a les moves que Aya Nakamura a le droit de sortir, il y a les mots, il y a les mots et les expressions qui vont être sur des t-shirts et qu'on va nous donner à l'aéroport avec le supplément de Cosmo. Et ensuite il y a la langue et ensuite non mais insupportable. Et ensuite il y a la langue noble, celle qui rentre au Robert et on dépense toute l'énergie du monde pour faire en sorte qu'elle n'en sorte jamais. Moi ce que j'ai voulu c'est ne pas avoir un rapport élitiste et ne pas avoir un rapport classiste à la langue et se dire en fait on parle comme ça. Donc vous ne pouvez pas à ce point-là invisibiliser la réalité de tout un tas de personnes. Quand je mets dans le bouquin en Kachana, c'est pas parce que nos darons comprennent pas que ça n'a pas le droit d'exister, que ça n'a pas le droit de... Tu vois, ça vient donner de la visibilité à des réalités de toute une génération, de classes sociales peut-être parfois différentes.
Et c'est important parce qu'en fait, on existe, on occupe l'espace, quoi. Alors j'aime bien, tu dis aussi, je peux lâcher un wesh au milieu d'une conversation soutenue et me délecter qu'il passe inaperçu. Il passe vraiment inaperçu. Il passe absolument inaperçu avec tout ça. Moi, quand je le fais, je peux te dire que... C'est vrai. On me regarde gelou, hein. Non, écoute, moi, je prends un malin plaisir. J'appelle ça l'ascenseur linguistique ou l'éventail linguistique. C'est le fait de se dire, je peux arriver avec une maîtrise totale de tous les différents registres de langue et tous les niveaux de langue et les niveaux de langage, tu peux arriver à désamorcer et à déstabiliser la personne en face de toi autrement. Et donc, quand tu te retrouves, je sais pas, par exemple, face à un parterre académique ou même parfois institutionnel, tu peux lâcher un wesh en plein milieu et reprendre directement en disant, oui, l'enjeu avec cet ouvrage, c'est vraiment la densification linguistique qui consiste en fait à venir... Et tu vois, et en fait, la personne en face de toi, tu sais, il y a un petit coup de bug, et surtout, ce que ça veut surtout dire, c'est qu'en général, on se retrouve face à des personnes qui ne sont pas capables de faire cet ascenseur linguistique. Et moi, j'en joue, et je les mets en sueur et en PLS, quoi. J'adore, je vais essayer, du coup. Ou même un crari. Un crari, c'est vrai. En scred. En scred, tac, 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 on appelle les commerciaux, on leur dit app, on fait des stickers. Oui, donc je disais, concernant... tu as expliqué que ta communauté, elle est principalement composée de femmes et plutôt jeunes. Est-ce que tu as des mecs aussi qui parfois t'envoient des DM en mode, autre que les nudes, tu l'expliques dans ton bouquin, mais est-ce que tu as des mecs aussi qui te disent, merci, j'ai appris un truc grâce à toi? Eh ben absolument, moi j'ai à peu près 12% d'hommes dans ma communauté. 12% c'est précis. Ouais, 12%, je connais la stat par cœur, parce que tu sais, parfois je me dis peut-être que ça évolue, on est passé à 15%. Non, j'ai 12%. Alors attention, c'est les 12% qui ont osé appuyer sur le bouton s'abonner. Bien, déjà, donc il y en a plein qui juste regardent et ils m'envoient ensuite des DM. C'est un bouquin que j'ai pensé pour tout le monde. C'est vraiment, moi les mecs quand ils m'écrivent, c'est souvent pour me demander des conseils pour du plaisir, des orgasmes et de la jouissance pour leur partenaire. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que moi mes haters ne sont absolument pas des hommes. Moi mes haters sont des femmes. Mais non. J'ai pas un seul mec qui m'a dit non mais toi féministe. Ils m'ont tous dit amen, enfin une meuf qui parle comme nous. Et à la base mon compte, moi il n'était pas forcément considéré comme un compte militant. À la base, notamment pour beaucoup d'hommes, je m'inscrivais dans la lignée de Nuit sans folie, VDM. On était sur une ligne édito qui était plutôt celle-ci. Mais non, les mecs, ils adorent, ils se tapent des barres et ils me disent en fait tu te rends pas compte, ça a été des conversations avec ma meuf et jamais j'ai réussi à comprendre certains trucs. Et avec 3 posts que t'as fait, t'as tellement été au bout du spectre du réalisme et de l'intimité que t'as répondu à tout un tas de questions que je me posais, quoi. Tu parles de tes posts, mais en vrai ça marche aussi avec ton bouquin, je te le dis. Moi j'ai compris des trucs c'est vrai en lisant. De ouf. Il a tout lu, hein. Mais j'adore. J'ai pris des notes, t'as envoyé à tes potes. Je leur enverrai le livre. D'accord. Qu'est-ce que tu penses des séries à succès comme par exemple Sex Education? C'est un vrai phénomène de société. On parle de désir, non-désir, de MST aussi dedans. C'est quoi ton regard là-dessus? Ma passion, ma grande passion. Moi j'ai 26 ans et j'aurais adoré avoir à 15 ans ou 16 ans Sex Education. Ce que ça veut dire, c'est on laisse enfin de l'espace et on dépense enfin de l'énergie et de l'argent dans la création de contenu et notamment d'œuvres audiovisuelles qui vont permettre d'avoir l'aspect marketing et branché et phénomène et aussi un aspect purement éducatif et pédagogique. Et en fait, on ne fait plus de concessions entre les deux. Moi, à mon époque, j'avais vraiment l'impression que tu avais les séries hyper hype, mais en fond, il se passait pas grand-chose, voire même c'était limite quelque chose qui venait perpétuer tout un tas d'injonctions. Ou alors les séries éducatives, mais t'étais là en mode non, mais je regarde même pas ça à plus de 10 minutes parce qu'en fait, je me fais chier. Ce que j'aime avec Sex Education, c'est qu'il n'y a pas de concession entre les deux. Il y a les bons codes, ça parle aux bonnes personnes et ça fait partie de ces séries où j'ai l'impression qu'elles ont été faites avec un Word avec tout un tas de bullet points, de détails à absolument caler. Il faut qu'on voit la scène dans les toilettes où il se passe ci, il faut qu'on voit le truc MST, il faut qu'on voit une capote sur une... il faut qu'on voit... Et donc je les remercie parce que en fait ça vient faire le taf de tout un tas de parents et de profs ne veulent pas, ne peuvent pas faire. Et l'enjeu c'est pas de se dire comment est-ce qu'ils font de l'éducation sexuelle. L'enjeu c'est de se dire il faut qu'ils aient l'information et s'il faut que ça passe par Netflix, que ça passe par Netflix. Oh, mais c'est plutôt cool. Totalement validé. Fawzi avait quelques questions pour toi sur l'actualité. Oui, Camille, tu le disais, l'un de tes leitmotivs, c'est que les femmes en fait elles se réapproprient la langue française. Comment tu réagis quand tu vois toutes les jeunes filles s'appeler frères, dire je m'en bats les couilles, désolé pour l'expression, tu vois, parce que c'est vrai que des types de langage. Ouais, mais alors comment tu réagis toi quand tu vois ça? Parce que c'est un petit peu à contre-courant du sens de l'histoire. Ouais, non, moi mon point c'est plutôt de dire j'ai pas envie de vous dire arrêtez de parler comme ci ou arrêtez de parler comme ça, c'est plutôt voici toutes les autres expressions et voici tout ce que vous pouvez utiliser. Mais mon idéal, c'est qu'en fait un mec puisse dire je m'en bats le clito et qu'en fait un mec puisse dire à un autre mec meuf.
sans que ça soit utilisé ni comme une insulte, ni quelque chose pour rabaisser, ni pour essayer de l'insulter. Je dirais que ça ne me dérange pas. Je dirais qu'en fait, on n'est pas encore arrivé au stade où en fait, on a l'équivalent qui a pris tout autant de place. Et moi, quand je dis je m'en bats le clito, je pense qu'il va falloir des années et des années avant qu'en fait, dans la cour de récré, les meufs disent non mais en fait, tu sais quoi, c'est bon, ça m'a saoulé, je m'en bats le clito. Et en fait, il faut un certain temps. Et j'arrive toujours avec cette même Tu l'as déjà entendu ou pas? Oui, mais plein de fois. Mais même chez des ados. Hein. Et je trouve ça fascinant. Donc ça veut dire que ça peut marcher. Donc moi, quand j'arrive avec ce concept-là, c'est pas juste utopique, c'est concrètement, on peut s'organiser, on peut stratégiser pour qu'en fait la langue, on renfloue un petit peu les caisses de la langue et qu'on utilise d'autres expressions. L'enjeu, c'est plutôt de se dire qu'à terme, ça ne pose aucun problème à un mec dire à un autre mec meuf, et qu'en fait, un mec peut aussi dire je m'en bats le clito sans qu'il ait l'impression que ça vienne toucher sa masculinité, sa virilité ou quoi que ce soit. Donc moi je suis plutôt d'avis de dire la liberté du choix, bien plus que l'injonction à absolument utiliser une certaine expression. Je crois plutôt en une forme de densification et d'amplification. Voilà, donc tu ne le vis pas comme une régression en fait. Non, absolument pas. En fait, je ne peux pas le vivre comme une régression parce que, et c'est toujours la même stat que je sors, c'est 5000 ans de patriarcat. On ne peut pas tout changer en 5 ans. Ouais, forcément. Vu comme ça, effectivement. Alors, Emmanuel Macron aussi, dans l'actualité, il y a quelques semaines, il a dit que les protections périodiques réutilisables pour les femmes seront remboursées en pharmacie. C'est pour l'an prochain, pour les moins de 25 ans et les 25 ans inclus. Comment tu as réagi, toi, à cette annonce? Parce que toi qui veux lever tous les tabous, là, pour le coup, c'est un tabou qu'on lève. Ouais, c'est un tabou qu'on lève. Amen, très bien. Il n'était pas trop tôt. En toute sincérité, aussi cash que ça. Il y a encore d'autres choses à faire. Eh bien justement, il y a beaucoup de femmes et beaucoup de féministes qui disent gratuité pour tous. Et avec des distributeurs partout. Il faudrait qu'il y en ait au resto. Gratuité pour tous, distributeurs partout. Et pas des distributeurs avec tout un tas de produits de merde dedans. Distributeurs avec des protections bio, si on peut, faites en France, pas testées avec des produits n'importe comment. Et je pense qu'il y a un rapport aussi aux règles. Et il faut revenir du coup à tout l'aspect éducatif. Et donc là, si Emmanuel Macron veut se concentrer 5 minutes sur ces sujets-là, et le sujet de l'éducation sexuelle, donc on rentre dans le périmètre de l'éducation nationale et des programmes. En fait, il faut remonter. C'est bien de traiter le problème à court terme et de façon opérationnelle, mais il faut aussi le traiter sur quelque chose de durable, de périn, de pérenne. Et ça passe notamment par l'éducation. Donc en fait, on voit qu'on ne parle pas de règles au système. Franchement, pas. Au collège, un tout petit peu. Ouais, et c'est 10 minutes et on t'explique. Dans le cours d'SVT, ouais. Dans les cours d'SVT. Et c'est toujours ramené à une forme de voici où on en est dans le cycle menstruel, parce qu'en fait, la sexualité n'est traitée qu'à travers le prisme de la reproduction. Donc en fait, on s'intéresse aux règles, pas pour la douleur, pas pour le syndrome des ovaires polykystiques, pas pour l'endométriose, pas pour la charge menstruelle, pas pour la honte qu'on peut avoir lorsqu'on fait une tâche, pas pour l'aménagement du temps et des emplois du temps pour que la gestion de la douleur menstruelle sur des lieux éducatifs devienne un véritable enjeu. On en parle en disant alors, quand t'as tes règles, tu peux ou pas tomber enceinte, faut faire quand même attention, mais surtout, la semaine après tes règles, tu es en période de fertilité, donc c'est à ce moment-là que tu peux tomber enceinte. Et toutes les entreprises et les collectivités là, qui ces dernières semaines donnent des congés menstruels aux femmes, toi tu trouves que c'est une avancée? Moi je trouve que c'est une avancée et qu'en fait on ne peut pas parler ce n'est pas du luxe, c'est-à-dire que quand on parle des règles, on parle de besoins physiologiques. On n'a pas le choix, il n'y a pas de sujet. Et moi j'arrive toujours avec ce point, et moi j'ai réfléchi à ça et j'ai pu utiliser mon privilège d'entrepreneuse pour en fait, moi pendant 2 ans faire le test et aménager mon emploi du temps pour le calquer sur mon cycle menstruel et comprendre comment est-ce qu'en fait ça fluctue. Et en fait on peut pas partir du principe qu'on est dans en fait faut pas demander à une femme qui a des syndromes prémenstruels de bâtard et qui sont énormes de pitcher un truc, grosses douleurs, et des grosses douleurs, de pitcher un truc hyper challengeant quand c'est la semaine où 80% des femmes te disent en fait je me sens comme une merde. Donc on ne peut pas partir du principe que en entreprise on peut faire comme si de rien n'était. Il faut que ça rentre absolument à un moment donné dans l'équation, sinon on va pas s'en sortir. Certains pays le font, hein, comme l'Espagne par exemple. Nous on n'y est pas encore, je pense que ça va se faire au cas à cas. Je pense qu'il y a même des entreprises, c'est juste que peut-être qu'ils n'en font pas des caisses, ils n'envoient pas des newsletters à toute la France pour nous tenir au courant. Mais en fait, il y a aussi des personnes pour qui c'est juste la base de comment est-ce qu'on traite des gens. Non mais c'est vrai, t'as raison. C'est des initiatives locales en fait. C'est des initiatives locales, c'est des initiatives dans des entreprises très précises qui décident, parce qu'en fait souvent c'est des femmes qui sont à la tête et qui disent en fait même moi je suis pas en état, donc en fait je vais pas faire subir ça aux personnes qui travaillent pour moi. Après on arrive encore dans un autre débat où il y a tout un tas de femmes qui vont dire oui mais du coup ça veut dire qu'on ramène la femme à son état. Oui, c'est le contre-argument qui arrive toujours, on ramène la femme à son état de personne menstruée.
Oui. De victimes en fait. Non, c'est même ce que pas disent certaines féministes. Oui, hein. de victime. Mais le sujet, c'est pas de victime. Et je le dis dans le livre quand je parle d'être indisposé. Moi, je suis atteinte d'endométriose. Pendant tout mon collège et mon lycée, on mettait sur mon cahier de correspondance indisposé. Mais je ne suis pas indisposée. C'est la société qui ne prend pas en considération et qui ne crée pas les bons services et paramètres pour prendre en considération mes besoins physiologiques menstruels qui m'indispose. Je ne suis pas une personne indisposée. Cette semaine, Camille, il y a une étude sur le porno qui est sortie, une étude très sérieuse, l'IFOP, et plutôt sur les ravages un peu du porno sur la sexualité et surtout des plus jeunes. Tu as par exemple la moitié des jeunes femmes qui ont confié qu'elles acceptaient en fait des pratiques non consenties, puisqu'en fait certains hommes font comme dans les films porno avec leurs partenaires. En termes d'éducation, on voit qu'il y a quand même beaucoup de travail encore. Ouais, il y a beaucoup de taf. Moi, quand j'ai travaillé avec des adolescents il y a 2 ans et que j'en ai interviewé 1200 au téléphone pour leur poser des questions autour de l'éducation sexuelle. Vraie étude. Hein. Ouais, vraie étude pour un bouquin qui est un guide d'éducation sexuelle pour ados. Ce qu'il faut savoir, c'est que la 3e raison pour laquelle les ados regardent du porno, c'est pour apprendre. Donc en fait, les jeunes considèrent à l'heure actuelle les plateformes de pornographie pas forcément comme des plateformes éducatives, mais comme le seul espace le plus complet où on peut répondre à toutes les questions sans qu'ils soient obligés de passer par la parole, qui les mettent mal à l'aise ou qui mettent souvent mal à l'aise la personne en face d'eux. Donc le sujet avec le porno, c'est pas tellement est-ce qu'il faut faire en sorte qu'il n'y aille pas, mais qu'est-ce qui fait que nous tous et nous toutes, de façon commune en tant que société, on a autant merdé pour qu'en fait jamais on ait réussi à répondre aux questions que les jeunes se posent et qui font que le seul espace qu'ils trouvent et où ils estiment qu'ils vont pouvoir répondre un petit peu aux questions et aux doutes et juste aux paniques qu'on a tous, c'est la pornographie. Le sujet, c'est pas est-ce qu'il faut pas qu'ils en regardent, c'est plutôt pourquoi ils en regardent, et peut-être que si on répondait aux vraies questions qui se posent, ils n'auraient pas envie de regarder du porno, ou alors ils regarderaient, elles regarderaient du porno dans le but de, ok, on a compris que c'est des plateformes où on peut parler de fantasmes, où on peut être excité, mais ce n'est pas des plateformes où on va apprendre. Et je le répète à chaque fois, ce sont des acteurs et des actrices porno dans des films porno. Ce ne sont pas des citoyens et citoyennes de la nation dans des films documentaires. Et d'autant plus que exactement. Et d'autant plus que dans cette étude, les jeunes hommes, en fait, ils en souffrent. Ils savent que c'est pas bien en fait quand ils regardent. Je vais parler très franchement. Très grande partie. Hein. Dans ces 5000 ans de patriarcat, on s'est tous fait niquer. Voilà. Donc, d'un côté, non mais c'est vrai, ça ne va à personne, ça ne va pas. Il faut qu'on refonde entièrement ça. Dans le porno, bien sûr. Il y a très peu de micro-pénis, il y a très peu de pénis qui font, 11 cm. On voit très rarement des scènes où on voit une personne avec un pénis mettre une capote sans que la personne lui demande en face, de façon complètement naturelle. On ne voit jamais les paramètres et en fait toutes les règles du consentement appliquées, mais de façon, en plus de ça, sexy et sans que ça donne l'impression que ça va casser quelconque ambiance. On entend la personne gémir et crier et avoir l'impression que plus elle fait du bruit, plus elle kiffe. C'est un film. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il y a des rushs, donc il y a des rushs d'heures et en fait dedans on coupe, on fait un montage pour que ça donne ça à la fin. Ça cut, ce n'est absolument pas réaliste. Et oui, quand on voit en fait que elles ont soi-disant des orgasmes qu'avec des pénis qui font 20 cm, que le mec il a 14 tablettes de chocolat, que en fait ce n'est pas réaliste parce qu'en fait l'intimité c'est pas ça. On voit très rarement de complicité. La sexualité ce n'est pas un acte performatif. S'il y a bien un seul espace où il n'y a pas d'enjeu de performance dans la société capitaliste dans laquelle on vit, c'est bien le pieu en fait. C'est juste un endroit où on se connecte avec l'autre et on arrive à communiquer autrement et en fait on kiffe le moment et c'est du plaisir, de la joie. C'est pour ça que le bouquin s'appelle le manifeste joyeux des sexualités. C'est du plaisir, c'est de la joie, c'est du désir et c'est avant tout du consentement. Et la seule règle du cul, c'est le consentement. Le reste, c'est un océan absolument infini dans lequel je vous laisse naviguer et kiffer. Camille, Mike a des questions pour toi, on va parler musique. Ouais, dans le rap, il y a des paroles plus qu'explicites sur les filles. Je pense que t'écoutes un peu de Peura, tu vois. Je vais te passer des punchlines et tu nous dis si tu t'en bats, si c'est problématique ou non. Okay. D'accord ? Ok. On commence avec Caris. Salope, tu peux jouer avec ma queue, mais ne t'éloigne pas trop. Toxique comme la nicotine, on part de mes textes sur Bon, les deux on s'en bat, on en rigole. Attendez, elle a fermé les yeux, elle a repris une respiration. Non, mais elle a fermé les yeux, mais elle a bougé la tête en même temps. C'est vrai. J'ai un langage corporel qui me trahit. Ouais, c'est vrai. On s'en bat ou est-ce que c'est problématique ? Non, c'est problématique. Tu le prends pas comme c'est gaulerie. Alors, j'ai pas l'impression que ça soit gaulerie. J'ai pas l'impression qu'en fait, tous les termes qu'il utilise soient dans le but de respecter, de montrer une forme d'égalité. Et j'ai plus l'impression que c'est des paroles qui sont prononcées dans le but de continuer à installer et à perpétuer une certaine forme de domination et de rapport de force. Tu trouves ? Je trouve pas ça marrant quand t'écoutes ça. Ah non, je trouve pas du tout ça marrant. Mais après, un double sens.
Ouais, mais en fait, j'aurais aimé que ça sorte de la bouche des personnes concernées et que, tu vois, elles-mêmes se disent, ouais, je suis une salope et nana. Et pas que ça vienne de, tu vois. Ok. Bon, écoute le son Macarena de Damso. Qu'est-ce que tu croyais? Tu baises avec moi, tu baises avec d'autres. Même si je fais pareil, c'est pas la même chose. Bah oui, Même si je fais pareil, tu baises avec lui, tu baises avec d'autres. Mais même si je fais pareil, c'est pas la même chose. Là, ça me va déjà plus. Parce que. Non, mais là, du coup, c'est moi qui ai fait la moue parce que. Je vois où elle veut en venir. Autant Caris, c'est entre guillemets rigolo, autant. Franchement, moi, en tant que femme, j'ai pas l'impression que à ce moment-là, quand il sort cette punch-là, je trouve. Je me sens pas assez respectée pour que je puisse rentrer dans l'espace de ok, du coup, c'est drôle. Là, quand il dit ça. Déjà, il parle de l'intime, donc il parle de lui. Ouais. Donc, c'est pas la même chose d'avoir une personne qui parle de postulat et qui parle des salopes et des nanas et de queue, et d'avoir une personne qui dit moi, en fait, ce qui se passe, c'est que par rapport à toi, donc en fait, il relate la relation entre deux individus et il dit bah, en fait, toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. Il s'avère qu'en fait, si moi, je fais la même chose, ça passe pas. Il y a limite pas d'espace pour avoir quelconque jugement. C'est bah, ok, ça vous concerne, vous êtes en train d'expliquer ce qui se passe entre vous. Donc, ça me pose moins de problèmes. Et in fine, je trouve aussi ça hyper cool d'ouvrir le débat sur qu'est-ce qui fait que le même acte, tu vois, exercé et par un homme et par une femme peut être perçu différemment. Qu'est-ce qui fait qu'on ne juge pas le même acte de la même façon? Et là, c'est vraiment... c'est comme si... il avait juste mis un micro, il avait lu des audios. Donc en fait, il y a une forme de... On est la personne extérieure à ça, on observe. Et je trouve que tu peux juste dire, ouais, tu relates ou tu relates pas, mais ça me pose moins de problèmes. Mais tu vois, dans la société, un mec qui trompe, c'est un bâtard. Mais une meuf qui trompe... c'est une salope. Voilà. Bah donc c'est pas pareil. Alors un mec qui le trompe... terme bâtard et non, salope, un mec qui trompe pas un bâtard, c'est presque un héros. Alors ça franchement, ça dépend. On est quand même dans une société où un mec qui a beaucoup de conquêtes... Oui, beaucoup. Tout en étant célibataire, oui. on va valoriser ça. On va partir du principe. Il y a presque un facteur cumulus. Et en fait, je pense que le parallèle, faut qu'il soit sur le même statut amoureux. C'est-à-dire que une meuf qui trompe, un mec qui trompe, moi j'ai l'impression que c'est perçu exactement de la même façon. Le sujet, c'est par rapport au célibat. Après, c'est du cas à cas en fait. Après, par rapport au célibat, dans le sens où on est quand même dans une société où l'exclusivité est quand même vachement mise en avant, le fait d'être dans des rapports monogames aussi. Donc en fait, il n'y a pas du tout cette notion de ouverture et de... On introduit à peine les notions de la personne ne t'appartient pas et par définition, sa sexualité ne t'appartient pas non plus. Par contre, deux personnes célibataires, entre un homme qui ken et une meuf qui ken, un mec qui ken, on va dire, oh waouh, non mais franchement, c'est un truc de ouf, le gars il se tape plein de personnes, non mais truc de ouf. Limite, t'es un bonhomme, toi t'es un vrai frérot, genre t'enchaînes. Et une meuf qui le fait, il y a toujours quelqu'un qui va trouver le moyen de dire quelque chose. Et surtout, moi j'ai vu, et ça je l'ai observé depuis 5 ans, et je change avec 200 personnes par jour, ok, depuis 5 ans. Ah ouais. Il y a vraiment ce truc de... Et le nombre de mecs qui disent ça, moi, une meuf qui s'est tapé 50 mecs, j'ai pas envie de sortir avec elle. Mais c'est pas parce qu'on trouve qu'une meuf, ça doit être plus pur qu'un mec. Oui, mais un mec, par définition, c'est plus sale qu'un. Ah non. C'est pas par définition, par construction. Ouais. Et donc, faut déconstruire. Ok. Aux États-Unis, il y a une vague de nouvelles rappeuses aussi qui émergent. Je sais pas si tu suis, il y a Ice Spice, il y a Sexy Red aussi. Sexy Red, on va écouter. Elle parle de sexualité de manière plus qu'explicite. Là, en gros, elle dit je suis dans la ville, je suis hors de ma ville. Et mon minou est rose, mon trou du cul est brun. Elle est sans pitié en fait. Ouais, amen. Tu penses quoi de ça, du fait qu'elle rappe comme les Keumé maintenant en fait? Eh ben en fait, ce qui est marrant, c'est que je savais que t'allais me dire ça. Et en fait, c'est pas qu'elle rappe comme les Keumé. Et moi, je vais faire le parallèle avec peut-être un domaine que je maîtrise plus, qui va être tout le reggaeton latino. Et quand tu regardes le reggaeton latino et on voit du coup toutes ces nouvelles latinas arriver et avoir exactement ce même genre de discours, quand tu regardes in fine comment ça se passe chez les mecs, ils n'ont jamais parlé de eux. T'as jamais un mec qui a dit ouais, ma queue elle est comme ci, il y a des veines comme ça, mon trou de bail il est comme ci. Ils ont parlé de nous. Non mais tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, on n'est pas du tout sur un pied d'égalité. Ils n'ont pas parlé de eux, leur sexualité. Ils ont parlé de eux, comment est-ce qu'ils peuvent potentiellement être et comment est-ce qu'ils observent la sexualité des meufs quand on ken avec eux. Donc là, ce que je trouve, c'est un move de big clit énergie et de grosses paires de verre 3 fois plus sur donc un spectre. Tu valides ça? Mais je valide de ouf. Je ne crois pas en la vulgarité. D'accord. C'est pas vulgaire pour toi, ça? Ce n'est pas vulgaire. En fait, le sujet, c'est pas... Elle pose ça
avec un ton qui lui ressemble et dans lequel elles se sont identifiées. La provocation, moi je trouve que ça fait partie des meilleures choses pour faire passer des messages parce qu'en fait tu attires l'œil des personnes. Je ne crois pas en la discrétion pour les femmes, c'est une énorme arnaque. Mais encore une fois, trouve-moi le rappeur qui dit moi mon trou de balle il est comme ça, avec ma petite brioche au niveau de mon ventre, quand je ken je fais tel bruit. Non, il parle de comment est-ce qu'il ken avec d'autres meufs et comment est-ce que notre dos est cambré. Donc en fait donc l'enjeu de prise de risque, elle est 3 fois plus grande chez elle que chez un mec. Donc je valide fort. Au milieu de tout ça, il y a Shai qui pose une question et j'aimerais que ce soit toi qui y réponde. Ouais. À l'unisson, on a tous de nos torts, le tort serait-il unisexe? On se rendrait malade. On a tous les deux tort. Est-ce que le tort serait unisexe? Tu as 2 heures. Ma passion, tu sais, j'ai fait bac L, moi. La philo, c'est mon grand nada. Est-ce que le tort est unisexe? Donc à problème égal, à problème égal, les torts sont pas les mêmes. Vous faites tous les deux la même connerie, mais est-ce qu'un mec et une meuf En fait, encore une fois, je vais avoir. Je pense que je sais pas si mais j'ai du mal à voir ça de façon globale. Pour moi, ce n'est que du cas à cas. C'est-à-dire que je peux te citer autant de couples dans lesquels ça va être égalitaire, comme autant de couples dans lesquels ça va être inégalitaire. Je peux te citer autant de couples dans lesquels c'est le mec qui va toujours avoir l'impression d'être un gros tocard et jamais être à la hauteur, et autant de couples où c'est des meufs qui vont être dans ce cas-là. Donc, je pense que là, pour le coup. Ce qu'elle veut dire, c'est plutôt quid des dictates, quid des constructions sociales qu'on a déjà dans la société, et je le rappelle, 5000 ans de patriarcat. Mais je crois pas en ce truc de à cause et à tort égal entre une meuf et un mec d'office. Non, je crois au cas par cas. En plus, c'est de l'intime, c'est de l'amoureux. Et puis, en fait, faudrait limite voir quel est le contrat de couple que chaque couple a signé pour comprendre en fait cette phrase-là. Il y a des personnes qui vont accepter que un bisou. Ça passe. Il y a des personnes qui vont être dans un truc, franchement, trompe-moi, mais fais en sorte que je la prenne jamais. Tu vois, ça dépend vraiment des personnes. Donc, je ne crois pas, sur ce point-là très précisément que toi, tu es en train de me proposer, je ne crois pas en une forme de globalité et de mainstreamisation. Je crois au cas par cas. Donc, il n'y a pas de valeur universelle. Non. Non. En fait, les valeurs universelles, ce n'est que appliqué. Quand tu parles d'égalité, de liberté, de fraternité, de sororité, c'est que du cas par cas. On n'a pas tous la même définition. Les valeurs de mariage, d'engagement, tout ça, non. 50% des... Oui, mais 50% aussi marche. Bah oui, mais tu vois bien que c'est rien. Il y a le verre à moitié plein, il y a le verre à moitié... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça veut surtout dire que ça ne marche pas. Mais non, 50%, c'est 50%. Ça veut dire que ça marche. Bah non, c'est pas... Ça dépend de là où on se place. Mais ça veut... Donc le mariage, c'est un échec. Sinon, il y aurait 4... En fait, c'est le mariage tel qu'on le conçoit aujourd'hui, avec cette notion d'exclusivité, de tu m'appartiens, de on se jure fidélité, de... En fait, il y a 50% des gens qui finalement, je pense déjà, n'y croient pas, et 2, ça ne marche pas. Le sujet, c'est pas de se dire le mariage. Le sujet, c'est est-ce qu'on est une team ? Est-ce qu'en fait, on est accordé ? Et qu'est-ce qui fait que pour la plupart des couples, ils ne se laissent jamais d'espace pour se réaligner ? En fait, c'est une capacité à se désaligner totale qui fait qu'en fait, à un moment donné, l'écart, il est trop gros et tu peux plus matcher. Moi, je suis plutôt d'avis de dire, franchement, viens toutes les 2 semaines, on se reparle et on voit si on est toujours corda. Mais c'est quoi ces relations qui tu peux pas construire dans tu peux bien sûr que tu peux projeter. Non, c'est pas du kiff, mais quand je dis on est corda, c'est est-ce que du coup tu as toujours la même vision ? Est-ce que du coup tu es toujours autant à l'aise avec les mêmes choses ? Est-ce que les conditions les conditions de notre lien, tu es encore en phase avec ça ? In fine, ça ne marche pas. Donc c'est une crise. C'est un vrai débat. Ça ne marche pas. Franchement, je pourrais même demander à notre génération le nombre de personnes qui veulent se marier. Il y en a plein. Zéro, mais non, personne ne veut se marier. Personne veut se marier. Il y en a plein. Mais non. J'ai un pote qui va se marier. Il se marie juste parce que c'est la société qui dit que tu dois te marier. Si sa meuf elle t'écoute, c'est sympa pour lui. C'est pour ça que pour moi, faut inventer autre chose et faut plutôt partir du principe que t'es ma go sûr et je suis ton gars sûr, bien plus que le mariage qui. Ouais. En plus, franchement, je sais pas. Ouais, non. C'est passionnant en vrai. Cardi B, Megan Thee Stallion, t'en penses quoi ? T'as peut-être déjà vu le clip de WAP, par exemple. Il y a Bongos qui est arrivé il y a pas longtemps. Moi, j'adore voir des gros culs. Oui. Et des grosses cuisses shaker comme ça dans ma gueule. C'est ma grande passion. Non, j'adore. Il y a une forme de... En fait, il y a une forme de... C'est moi qui vais mettre le spectre de 1, la nudité, 2, les mouvements. Et en fait, face à une société qui va sexualiser d'elle-même certains mouvements et certaines façons de se comporter dans son corps, le fait qu'elle décide de le faire, je trouve que c'est quelque chose de très, très puissant. C'est comme toutes les personnes qui vont se réapproprier le terme de pute ou de salope en disant, en fait, si être une salope, c'est juste ken avec qui je veux, quand je veux, où je veux, le nombre de fois que je veux, continue à m'appeler salope. En fait, ça ne veut rien dire de moi, ça veut tout dire de toi. Donc ça, je trouve que c'est... Ouais, Psartech.
Eh ben, tu sais quoi, on l'a calé pour toi dans la playlist, mais rien que pour toi, tu vas pouvoir t'ambiancer. Merci Camille d'être passée nous voir. Merci Camille. Ton livre est magnifique, fait beaucoup réagir, ça s'appelle Les mots du cul et c'est dispo depuis hier, donc aux éditions Robert. Merci à toi.